Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour à Allons-y. tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans le fascinant monde de l'exobiologie. Nous allons explorer une question intrigante. Est-il possible qu'une base de l'ADN puisse naître dans les nébuleuses? Je vous parlerai également de la manière dont le sucre de l'ADN pourrait se former dans le milieu interstellaire. Préparez-vous à découvrir les mystères de l'univers et les origines potentielles de la vie telle que nous la connaissons. Restez avec moi pour un voyage captivant à travers les étoiles. Une équipe française d'astrochimistes a montré comment une des bases de l'ADN pouvait se former à la surface des poussières glacées. Dans la nébuleuse protosolaire, où est né le système solaire, il y a 4,56 milliards d'années environ. Cette brique de la vie pouvait donc se retrouver plus tard sur la Terre primitive. Le prix Nobel de physique 2019 a récompensé les pionniers de la découverte des exoplanètes. Au 7 février 2020, la noosphère du géochimiste Vladimir Vernadsky et du géologue et paléontologue Pierre Teilhard. De Chardin, l'esprit collectif en quelque sorte de l'humanité, en a identifié 4177. Mais d'autres candidats à ce titre sont en cours de vérification et on s'attend à une nouvelle moisson de résultats avec le satellite TESS, le successeur de Kepler. Il semble clair désormais que la formation planétaire est un processus aussi universel que la formation d'étoiles, au moins dans la Voie lactée. Mais qu'en est-il de la vie telle que nous la connaissons sur Terre? Ces dernières décennies, les cosmochimistes et les astrochimistes ne sont pas restés inactifs de leur côté non plus. De nombreuses molécules organiques relevant d'une chimie prébiotique pouvant faire naître la vie ont été repérées dans les nuages moléculaires et poussiéreux où naissent les pouponnières d'étoiles partout dans notre galaxie, mais aussi dans les météorites, des acides amines, des sucres, des bases azotées et les comètes du système solaire issu d'un de ces nuages. Récemment d'ailleurs, les données du radiotélescope ALMA avec celles de la composition de la comète 67P en Churyumov-Gerasimenko ont permis de dresser une sorte arbre généalogique cosmique des atomes de phosphore composant l'ADN et les membranes de nos cellules. Comme l'expliquait Futura dans le précédent article ci-dessous, on a ainsi toutes les raisons de penser que le bombardement météoritique et cométaire intense qui s'est produit sur Terre au cours de tel Adinadine, le premier éon de son histoire il y a plus de 4 milliards d'années, a donc amené sur notre planète d'importantes quantités de matériaux rendant possible l'apparition de la vie. Ce processus pourrait avoir aussi été universel avec des exoplanètes potentiellement habitables. La géochimie et la cosmochimie, c'est l'étude des éléments chimiques pour comprendre l'histoire de la Terre et des planètes. Entretien avec Manuel Morera, professeur à l'Université Paris Diderot et des membres de l'équipe. Chaîne IPGP des glaces interstellaires fertiles en réaction chimique probiotique. De multiples travaux et expériences sont menés pour comprendre comment sont nées les molécules probiotiques, en particulier dans les enveloppes de glace des poussières du nuage interstellaire qui contenait la nébuleuse protosolaire. Aujourd'hui, un communiqué du CNRS nous apprend que des chimistes et des astrophysiciens du laboratoire physique des interactions ioniques et moléculaires, PIM, CNRS ex-Marseille Université, et de l'Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers, IC2MP, CNRS Université de Poitiers, ont démontré que l'une des 5 bases nucléiques qui servent de brique à l'ADN, en l'occurrence la cytosine, pouvait bien être synthétisée dans les gangs de glace des poussières occupants les régions froides de la nébuleuse protosolaire, d'où a émergé le disque protoplanétaire du système solaire primitif. L'article exposant leur travail vient d'être publié dans la revue The Astrophysical Journal Letters. Les astrochimistes ont reproduit dans un réacteur chimique les conditions régnant dans cette nébuleuse parcourue par les particules des rayons cosmiques et les photons ultraviolets des jeunes étoiles. Ces rayonnements sont responsables d'une chimie active en brisant en radicaux libres les molécules initialement contenues dans les glaces d'eau, de méthanol et des ammoniac qui se sont formées à basse température, 77 K, et basse pression. 10-7 bar, autour d'analogues des poussières interstellaires présentes dans le réacteur chimique. Les chercheurs pensent qu'il n'est pas seulement possible d'obtenir de la cytosine, mais aussi les 4 autres bases nucléiques qui forment les nucléotides composant l'ADN et l'ARN, à savoir L-adenine, la guanine, la thymine et l'uracile. En effet, les techniques de spectrométrie de masse
utilisé pour identifier les molécules produites par les réarrangements très actifs entre les radicaux libres produits par les rayonnements dans les gangs de glace, ont permis d'identifier des isomères de ces 4 bases nucléiques. Elles pourraient même s'être formées dans les expériences conduites, mais la précision des mesures n'est pas encore suffisante pour affirmer que tel a bien été le cas. Exobiologie. Des bases de l'ADN peuvent naître dans l'espace. Article de Laurent Sacco du 1er octobre 2019, une équipe de chercheurs japonais a montré que plusieurs des bases azotées qui sont des constituants fondamentaux de l'ADN pouvaient se former dans le milieu interstellaire et ensuite être incorporés dans les météorites et comètes frappant la jeune Terre. Cela renforce la disque qu'une chimie prébiotique universelle peut faire naître la vie partout dans la Voie lactée et au-delà. On aura probablement de la peine à croire que le modèle de la formation des planètes du système solaire à partir d'une nébuleuse protosolaire qui s'effondre en donnant un disque protoplanétaire n'était pas le principal modèle considéré par les cosmogonistes avant le début des années 1970. Au début du XXe siècle par exemple, c'était l'idée que les planètes s'étaient formées à partir d'un lambeau de matière solaire. Arrache par le passage rapproche d'une étoile qui était avancée. Plus généralement, plusieurs des modèles proposent, de ceux de James Jean Alfred Hoyle en passant par celui de Thomas Chamberlain T. Forrest Moulton, impliquait que la formation des systèmes planétaires devait être rare dans la Voie lactée, notamment parce que les étoiles passent rarement suffisamment près les unes des autres pour qu'opèrent plusieurs des scénarios envisagés. Depuis le début du XXIe siècle, nous savons désormais, comme on pouvait le croire facilement depuis 50 ans avec le retour en grâce de l'hypothèse de la nébuleuse de Kant-Laplace, que la formation planétaire est un processus universel et inévitable. Dans la quête de nos origines, la prochaine étape est donc celle de l'origine de la vie proprement dite. S'agit-il également d'un processus universel, comme on peut le croire là aussi du fait de la découverte des molécules organiques interstellaires et de la présence de briques de la vie dans les météorites, ou à contrario d'un événement rare, ce qui donnerait une solution simple au paradoxe de Fermi? Pour tenter de le savoir, comme Futura l'avait expliqué dans plusieurs des articles précédents ci-dessous, les astrochimistes reproduisent en laboratoire les conditions régnantes dans les nuages moléculaires denses et froids où naissent de jeunes étoiles émettant un rayonnement ultraviolet intense, comme le montre l'exemple des piliers de la création situés dans la nébuleuse de l'Aigle, au cœur de El Ama. Ouvert M16M16. Les années passant, on découvre de plus en plus que des briques de la vie et de l'ADN peuvent apparaître sur la poussière du milieu interstellaire et finalement dans les météorites à l'aube de l'histoire du système solaire. Cette vidéo de la NASA en est un bon exemple. Pour obtenir une traduction en français assez fidèle, cliquez sur le rectangle blanc en bas à droite. Les sous-titres en anglais devraient alors apparaître. Cliquez ensuite sur l'écrou à droite du rectangle, puis sur Sous-titres, et enfin sur Traduire automatiquement. Choisissez Français. NASA Goddard, les nuages moléculaires et le début de la chimie prébiotique. Plusieurs des météorites trouvées sur Terre contiennent des acides amines, des sucres et même des bases azotées de l'ADN et de l'ARN. Le bombardement météoritique et cométaire intense de l'Adine, il y a plus de 4 milliards d'années, a donc amené sur Terre d'importantes quantités de matériaux rendant possible une chimie prébiotique. Ces matériaux ont de toute façon pu être synthétisés in situ comme le laisse penser des expériences comme celle de Miller. Or, ces météorites et ces comètes sont nés à partir des molécules et des poussières du nuage interstellaire qui contenait la nébuleuse protosolaire. On peut donc raisonnablement penser que ces phénomènes se sont produits également lors de la formation d'exoplanètes de type terrestre. On prend donc toute la mesure de l'annonce d'une équipe japonaise publiée dans un article du journal Nature Communication. Pour la première fois, des astrochimistes ont démontré que des bases azotées de l'ADN et de l'ARN pouvaient être synthétisées par les nuages interstellaires soumis au rayonnement ultraviolet d'étoiles, les expériences précédentes ayant fourni des résultats similaires n'avaient pas été faites à basse température de l'ordre de 10 Kelvin dans ces nuages. Le ribose se forme dans le manteau de glace des grains de poussière à partir de molécules précurseurs simples, eau, méthanol et ammoniac. Et sous l'effet de radiations intenses. Cornelia Mener, CNRS, Andan, Andy Christie, Slim Film. Comme ces molécules sont apparues dans des expériences en laboratoire de simulation de ces nuages similaires à celles ayant déjà conduit à la formation des sucres et phosphates que l'on trouve, avec des bases azotées, à l'origine des nucléotides, les composants fondamentaux de l'ADN et de l'ARN. En l'occurrence, Yasuhiro Obea et ses collègues de l'Université de Tokaido, de l'Université de Kyushu et de l'Agence japonaise pour la science et la technologie de la Terre et de la Terre, JAMSTEC, ont mené des expériences dans une chambre de réaction à ultravide.
où un mélange gazeux d'eau, de monoxyde de carbone, d'ammoniac et de méthanol a été alimenté en continu sur un analogue des poussières cosmiques à une température de moins 263 degrés Celsius. Deux lampes à décharge de deutérium fixées fournissaient une lumière ultraviolette pour provoquer des réactions chimiques. Réactions chimiques dans le film glace qui se forment autour des analogues de poussière, comme, on le suppose, autour des grains des nuages moléculaires. Un spectromètre de masse à haute résolution et un chromatographe en phase liquide à haute performance ont permis de détecter la présence des nucléobases cytosine, uracile, thymine, adenine, xanthine et hypoxanthine. Ils ont également détecté des acides amines et plusieurs types de dipeptides, ou dimères d'acides amines, initiant donc la formation de protéines-protéines. Les bases nucléiques fondamentales détectées dans un environnement simule, celui d'un nuage interstellaire. Hokkaido University Exobiology, le sucre de l'ADN peut naître dans le milieu interstellaire. Article de Laurent Sacco publie le 21 décembre 2018. Une équipe de chercheurs de la NASA a montré que le 2,2-désoxyribose, un sucre qui est un constituant fondamental de l'acide désoxyribonucléique, le mythique ADN, pouvait se former dans le milieu interstellaire et ensuite être incorporé dans les météorites et comètes frappant la jeune Terre. Cela renforce la disque qu'une chimie prébiotique universelle peut faire naître la vie partout dans la Voie lactée et au-delà. Il y a plus de 60 ans, alors que la conquête spatiale commençait vraiment, tous les astrochimistes, ou peu s'en faut, s'attendaient à trouver des molécules organiques à la surface des planètes comme Mars, ou des satellites comme la Lune, mais certainement pas dans l'environnement froid et hostile du milieu interstellaire. On savait déjà qu'il était parcouru par des rayons cosmiques très énergétiques, dont certains sont même des particules des antimatières. Cela semblait impliquer que la chimie du milieu interstellaire se devait d'être pauvre. En tout état de cause, les fragiles molécules organiques ne devaient pas y survivre longtemps. Et pourtant, l'ouverture de la fenêtre des ondes centimétriques et décimétriques en radioastronomie révéla l'existence dans ce milieu, d'abord du radical hydroxyle HO en 1963, et ensuite des premières molécules polyatomiques, l'ammoniac. NH3 en 1968, l'eau H2O et le formaldéhyde H2CO en 1969. L'accès à la fenêtre observationnelle des ondes millimétriques et submillimétriques, à partir des années 1970, allait conduire finalement à une explosion qui a permis de découvrir la plupart des molécules interstellaires. Plus de 150 sont connues à ce jour. Depuis, on envisage sérieusement qu'une chimie prébiotique très active et complexe se produit déjà dans les nuages moléculaires interstellaires denses où se forment de nouvelles étoiles et planètes. Les molécules produites, briques de la vie ou précurseurs de ces briques, se seraient alors trouvées dans les météorites et comètes, bombardant les jeunes exotères en formation. Ce scénario est testable de multiples façons, aussi bien en poursuivant les observations qu'en analysant sur Terre les météorites, et en reconstituant en laboratoire ce qui se passe dans ces nuages interstellaires. On sait ainsi que les grains de poussière silicate et carbone dans ces nuages sont à des températures de 4 à 10 Kelvin environ, et qu'ils sont en robe d'une couche essentiellement formée de glace, d'eau principalement mais pas seulement, car elle hydrogène. Elle hélium et le néon gèle sur ces grains de poussière froid. En fait, l'étude des spectres infrarouges des nuages interstellaires montre que la composition de ces glaces varie en fonction des conditions physiques locales. Généralement dominées par H2O, elles contiennent souvent une foule d'autres molécules simples, notamment le méthanol, CH3OH, le monoxyde de carbone, CO, le dioxyde de carbone, CO2, le méthane, CH4, etc. Le milieu interstellaire reconstitue sur Terre. On sait aussi que ces glaces sont exposées à diverses formes de rayonnement de hautes énergies, des rayons cosmiques mais surtout des photons ultraviolets, UV, capables de rompre bon nombre des liaisons chimiques des molécules dans les glaces. Cela entraîne la production des ions-ions, de radicaux et d'autres espèces chimiques hautement réactives qui peuvent réagir pour former de nouveaux composés chimiques qui n'existaient pas auparavant dans la glace. Les chercheurs états-uniens de LA Astrophysics and Astrochemistry Lab, en Californie, explorent ces phénomènes depuis des années. En reconstituant en laboratoire les conditions du milieu interstellaire, voir le précédent article de Futura, ci-dessous. Et tout récemment, ils sont arrivés à un résultat très intéressant dont ils ont rendu compte dans un article publié dans Nature Communication. Ils ont introduit un mélange gazeux de vapeur d'eau et de méthanol dans une chambre avec un vide-pouce de 10-8 millibars, la pression sur Terre est de 1 bar, où des températures de 4 à 15 K peuvent être reproduites.
De la glace se forme alors, qui a été bombardée par des photons UV similaires à ceux des jeunes étoiles dans les nuages interstellaires. L'analyse de ces glaces montre pour la première fois qu'elles contenaient du 2-soxyribose, c'est 5-heures-d'iso4, ou plus exactement le 2,2-soxyribose. Un pentose dérive du ribose et qui constitue la charpente de l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire l'ADN. Alors que le ribose est la charpente de l'ARN. Cette découverte laisse songeur car l'on a mis en évidence la présence d'acides amines et d'une véritable base azotée de l'ADN dans des météorites. Cela conforte bien un scénario dans lequel la chimie prébiotique est universelle. Elle se développait déjà dans le milieu interstellaire et devrait donc faire naître la vie sur bien des exoplanètes habitables dans la Voie lactée et au-delà. Une des bases de l'ARN peut apparaître dans l'espace. Article de Laurent Sacco publié le 13 novembre 2009. Des chercheurs de la NASA viennent de synthétiser en laboratoire l'une des lettres du code génétique. En simulant les conditions régnant à l'intérieur des nuages interstellaires, les cosmochimistes ont vu apparaître des bases de l'ARN, l'uracile. Il y a 50 ans, la plupart des rares chercheurs spéculant sur les conditions de l'apparition de la vie dans le cosmos auraient certainement déclaré impossible l'existence de molécules organiques ailleurs qu'à la surface ou dans l'atmosphère des planètes. Ils avaient tort. Ce n'est pas à la surface de la Lune, mais à l'intérieur des nuages moléculaires riches en poussière que l'on découvrit des dizaines de molécules carbonées, comme le méthane, CH4, et l'alcool alcool-éthylique, C2Or5OH, l'acide acétique, CH3COO, L-acétone. Acétone, CH3COH3, et même un sucre, le dihydroxyacétone, CH2OH, 2CO. L'étude des météorites révéla aussi son lot de surprises avec la découverte d'acides amines dans certaines d'entre elles, et surtout des hydrocarbures aromatiques polycycliques, communément appelés HAP, qui peuvent servir à la synthèse de molécules organiques importantes pour les êtres vivants. On commença donc à envisager l'hypothèse que des briques de la vie n'étaient pas apparues sur Terre des suites de processus géochimiques similaires à ce propos dans le cadre de la célèbre expérience de Stanley Miller. Elles auraient été synthétisées d'abord dans l'espace puis apportées sur Terre par les météorites. Au cours des ans, devait alors se constituer la toute jeune discipline qu'est l'exobiologie, ou astrobiologie comme l'on dit dans les pays anglo-saxons. R. Ruiterkamp Observatoire de l'Iden pour expliquer l'apparition dans les nuages moléculaires et dans les météorites de composés organiques. On fait intervenir une chimie complexe dans la fine couche de glace enrobant les poussières carbonées et silicatées que l'on sait exister dans ces nuages. Les réactions sont produites sous l'action des rayons ultraviolets émis par les jeunes étoiles venant de naître dans certains de ces nuages. La température dans ces derniers est d'une dizaine de Kelvin tout au plus et la pression est très faible. Peu dense, les nuages moléculaires le sont tout de même suffisamment pour absorber une grande partie des ultraviolets et ainsi empêcher que ce rayonnement détruise les molécules qu'il a engendrées. Une comparaison entre les molécules de pyrimidine et d'uracile. NASA des briques essentielles de la vie sur Terre. C'est pour simuler cette cosmochimie que des chercheurs du NASA Sam Research Center ont mélange de la pyrimidine et à de la glace. Et on expose ce cocktail à un rayonnement ultraviolet intense dans un vide-pouce. La pyrimidine est une molécule azotée hétérocyclique aromatique, C4H4N2, voisine de la pyridine et comportant deux atomes des azote-azote. Or certains de ces dérives, parmi ce qu'on appelle les bases pyrimidiques, sont aussi bien connus des biologistes puisqu'il s'agit des bases azotées, cytosine, thymine et uracile, que l'on trouve dans l'ADN et l'ARN. La pyrimidine elle-même n'a pas encore été détectée dans les nuages moléculaires, mais comme les HAP l'ont été, on a de bonnes raisons de penser qu'elle doit y être présente. Cependant, rien n'empêchait de tester la résistance de la pyrimidine à des conditions semblables à celles auxquelles sont soumises les poussières glacées dans les nuages moléculaires ou dans les comètes. Surtout, il s'agissait d'explorer la possibilité de voir apparaître des bases pyrimidiques. Un zoom sur le dispositif à ultravide avec de la glace enrichie en pyrimidine exposée à des photons UV. NASA les chercheurs ont découvert que non seulement la pyrimidine était plutôt bien protégée des photons UV destructeurs une fois qu'elle se trouvait dans la glace, mais qu'effectivement des réactions photochimiques conduisaient à la fabrication de l'uracile, la fameuse base azotée désignée par la lettre U que l'on trouve dans l'ARN. Ce sont donc des résultats encourageants pour les exobiologistes car ils donnent encore plus de poids à l'idée qu'une part importante des réactions chimiques probiotiques s'est déroulée dans l'espace et pas sur Terre, peut-être même dans les comètes s'il était encore. Parmi nous, cette découverte aurait certainement beaucoup plu à Carl Sagan. Le 9 novembre 2009, le grand planétologue et exobiologiste, devenu mondialement célèbre avec la série Cosmos, aurait eu 75 ans.
De gauche à droite, Stéphanie Milam, Michel Nuevo et Scott Sandford devant le dispositif simulant les conditions régnant dans les nuages moléculaires. Dominique Carte NASA. En conclusion, l'exobiologie nous ouvre des perspectives fascinantes sur l'origine de la vie dans l'univers. Les découvertes récentes suggèrent que les éléments essentiels à la formation de l'ADN, tels que les sucres, pourraient émerger dans les nébuleuses et le milieu interstellaire. Ces avancées nous incitent à repenser notre compréhension de la vie et à envisager la possibilité que des formes de vie similaires ou différentes de la nôtre puissent exister ailleurs dans l'univers. La recherche continue dans ce domaine promet de révéler encore plus de mystères sur notre place dans le cosmos.